Bonjour à tous, je suis ravie au nom du département formation du moniteur de vous accueillir sur ce nouveau Café Minute où nous allons faire un petit peu le point sur l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Et je suis ravie d'accueillir Nathalie Alamargot qui va se prêter à notre jeu de questions-réponses lors de ce Café Minute. Vous pourrez bien évidemment par la suite lui poser vos propres questions que je lui relayerai à la fin de cette intervention. Donc Nathalie, je vous souhaite la bienvenue. Oui, bonjour Laurence et bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce Café Minute. C'est une première, donc on va voir en une demi-heure. On va essayer de faire le tour de la Voilà, question. exactement. Merci encore d'avoir accepté d'y participer. Et bah, écoutez, je vais vous poser une première question, peut-être un premier constat. Même le concept en fait de l'économie circulaire fait désormais partie intégrante, on va dire, du modèle économique du secteur du bâtiment. Mais que mettons finalement derrière comme définition? Quel est le cadre réglementaire de la valorisation de ces déchets et est-ce que ce cadre réglementaire est amené à évoluer encore? Quelles sont les évolutions attendues autour de ce thème? Et oui, Laurence, il y a beaucoup de choses qui évoluent là-dessus. D'abord, sur le concept d'économie circulaire, donc le principe, hein, c'est la vie d'un bâtiment, de sa naissance, je dirais même de sa conception, puisque l'économie circulaire se conçoit aussi en amont de la construction et jusqu'à sa destruction. Mais pour faire simple, moi je préfère souvent comparer l'économie circulaire à l'économie linéaire qu'on connaît bien, puisque pour tous ceux en activité, on est né dans ce système d'économie linéaire avec un principe tout simple, hein, c'est je produis, je consomme, je jette. On est né dans cette génération-là. Et là, il faut raisonner différemment en se disant quel est l'impact sur l'environnement de la conception du bâtiment jusqu'à sa destruction. Et donc, dans l'économie circulaire, l'un des points majeurs, hein, c'est tout ce qui est déchets et non déchets, puisque le but, c'est d'avoir moins de déchets possible. Donc, on parle de recyclage, voilà, pour transformer la matière, pour lui donner une seconde vie. Au niveau réglementaire, alors ça s'inscrit dans un cadre européen qui est pas nouveau puisqu'on avait une directive européenne déjà en 2008 avec un objectif de valorisation des déchets de la construction et de la démolition à l'horizon 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, qui était déjà de l'ordre de 70%. Et puis derrière, il y avait eu une autre communication de l'Union européenne, hein, ce qu'ils appelaient boucler la boucle, c'est-à-dire c'était un plan d'action en faveur de l'économie circulaire. Et ça a été publié en 2015. Et aujourd'hui, depuis le début d'année, donc février 2020, nous avons dans notre propre réglementation française une nouvelle loi qui s'appelle lutter contre le gaspillage. Donc c'est lutter contre le gaspillage et promouvoir l'économie circulaire. Donc ça c'est une première étape et c'est une grande marche, je dirais, dans la gestion de nos déchets, puisque là on va avoir des contraintes. Jusqu'à présent, je dirais que sur les chantiers, vous aviez des chantiers où les déchets étaient gérés, triés, etc. D'autres chantiers où c'était pas le cas. Là, on va plus avoir le choix puisqu'il y a une obligation à la fois pour le producteur et le déchet de respecter non seulement cette contrainte, mais aussi une hiérarchie. Cette notion de hiérarchie, c'est par exemple la première étape, c'est je m'oriente vers du réemploi de tous mes matériaux. Ça, c'est la première étape. Mais si je peux pas avoir de réemploi, dans ces cas-là, je suis obligée de suivre un ordre qui va de la préparation en vue d'une réutilisation, que ce soit un recyclage, que ce soit une valorisation énergétique. Valorisation énergétique, par exemple, je peux pas faire autrement que d'avoir un déchet.
je peux pas le transformer, je peux pas le recycler, et bien à ce moment-là, je vais brûler ce déchet, mais je vais utiliser l'énergie produite pour, par exemple, alimenter un réseau de chaleur. L'idée, c'est que, quelle que soit la nature du déchet, on puisse avoir une valorisation derrière. D'accord. Oui, il y avait peut-être sur les évolutions attendues, hein, vous me demandiez aussi. Oui, c'est ça. Oui. Donc sur les évolutions à venir, on a des objectifs aussi à partir du 1er janvier 2022. Donc ça nous laisse un an pour nous retourner. Hein. J'ai perdu le fil. C'était la reprise gratuite pour les professionnels. Et ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on voit bien que des entreprises, alors notamment dans les petites entreprises, c'est vrai que moi, dans mon activité, hein, je forme des artisans du bâtiment et je suis consultante pour des organismes de formation, donc avec quelquefois de gros clients. Et on voit bien qu'il y a deux dimensions, il y a je vais pas dire deux niveaux parce que ça serait péjoratif, mais il y a vraiment deux dimensions. D'un côté, on va intégrer la notion de déchets, la gestion des déchets et tout ça. De l'autre côté, on va se dire, non, c'est payant, donc j'évite. Ou alors, le client, on s'arrange avec le client dit laissez, je vais m'en occuper, quoi. On n'est pas du tout dans une gestion des déchets. Oui. Et cette gratuité va être importante. Elle va être importante aussi pour éviter des dépôts sauvages. Il y a quelques très gros dépôts sauvages en région parisienne. Pour éviter ça, le meilleur moyen, c'est que les professionnels puissent apporter gratuitement leurs déchets en déchetterie. Ça nécessite aussi de les trier. Ça, c'est un autre volet. Hein, il va falloir aussi trier. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, absolument, absolument, je vous remercie. Donc, il y a quand même des contraintes, hein, on l'entend derrière ce que vous dites, mais est-ce que pour les acteurs du bâtiment, est-ce qu'il y a aussi des opportunités finalement? Ça veut dire que là, on a une page blanche. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir de nouveaux métiers, de nouveaux acteurs. Je vous demande un petit peu. Hop, je vais pas tout classer dans l'ordre, hein, donc plus c'est pas grave. Dans nos acteurs, on va avoir besoin, par exemple, de diagnostics pour voir pour voir ce qui peut être recyclable, par exemple. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il existe une diagnostic déchets, mais c'est pour quantifier les volumes en termes de poids de déchets, mais c'est pas une valorisation. Là, ça serait vraiment de pouvoir dire dans un bâtiment, ben voilà, ça je peux récupérer, ça je peux récupérer, ça je peux récupérer avant la démolition. Donc ça, c'est nouveau. On voit aussi que l'apparition de recyclerie, de ressourcerie, enfin, il y a des appellations différentes. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des nouveaux métiers là-dedans. Ça peut être l'occasion d'avoir une économie sociale dans ce domaine ou des entreprises classiques pour lesquelles il y a un nouveau marché qui va se développer. D'accord, oui. Et tous ces développements, ce qui est important aussi de souligner, c'est que ça s'accompagne de gros financements. Il y a des gros financements, notamment avec les fonds déchets de l'ADEME. Et puis, on a aussi des fonds européens qui sont très importants. Hein. J'avais noté le chiffre tout à l'heure de plus de 900 000 euros de fonds prévus pour aider les entreprises à développer l'économie circulaire. Tout à fait, avec une date limite qui approche, puisque c'est 26 janvier 2021 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Alors, quand on parle d'économie circulaire, on parle aussi souvent de la règle des 3 R. Oui. Donc, en quoi cette règle consiste-t-elle? Alors, les 3 R, c'est tout simplement pour réemploi, recyclage et réparabilité.
Réemploi, alors je vous donne la définition de l'ADEME, hein. C'est toute Mhm. opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés à nouveau pour un usage identique. Ce ne sont pas des déchets, ils sont utilisés pour un usage identique. Ça, c'est le réemploi. Le recyclage, alors on trouve recyclage, réutilisation, hein, mais la définition dans ces cas-là, c'est toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets, donc là on parle de déchets, sont Mhm. utilisés à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une opération peut-être de contrôle, de nettoyage, de réparation, de valorisation, de back market, hein, comme on dit dans le domaine industriel, hein, pour pouvoir réutiliser ces matériaux. Et le troisième R, ce serait la réparabilité. Ce que je disais dans l'économie linéaire, hein, c'est j'utilise et quand ça marche plus, je jette. Hein, eh bien, c'est de se pencher sur la question de la réparabilité des équipements notamment. Et là-dessus, il y a certainement beaucoup à faire sur la réparabilité des équipements. Pour rejoindre la question de tout à l'heure, c'est que on trouve pas toujours, et en tout cas, c'est les entreprises qui font de la réparation, on en trouve quand même de moins en moins. Mhm. Tout simplement, hein, vous voulez réparer un volet roulant, et ben c'est pas facile forcément de trouver une entreprise qui va venir réparer votre volet roulant. On va vous dire, bah écoutez, on va changer le volet roulant. Et là, on n'est pas du tout dans l'optique de l'économie circulaire. Donc, ça veut dire qu'on Oui. va certainement avoir des nouveaux métiers aussi là-dessus à développer. Très bien. Je dirais que c'est aussi donc par rapport aux 3 R, donc que ça soit réemploi, recyclage, c'est un enjeu de taille hein, sur le domaine du bâtiment parce que dans la construction, on a besoin de sable, de granulats. Et il faut savoir que au niveau mondial, c'est la deuxième ressource la plus utilisée. La première ressource étant l'eau, la deuxième ressource étant le sable et les granulats. Donc, si on arrive à récupérer, transformer, etc., ces éléments-là, c'est certain qu'on va avoir un impact beaucoup plus faible sur l'environnement. Oui, effectivement. Alors, on vient de parler du sable, du granulat, etc. Mais est-ce que, en fait, tous les déchets dans le bâtiment peuvent se recycler? Alors, tous les déchets peuvent pas se recycler parce que déjà, on a 3 catégories de déchets. On a ce qu'on appelle les déchets inertes. C'est une très grosse partie des déchets du bâtiment. Alors, ce qu'on entend par déchets inertes, c'est des déchets qui n'ont pas de transformation, c'est-à-dire qui ne vont pas se dégrader, qui ne vont pas avoir de réaction chimique. Alors, les déchets inertes, ben ça va être de la brique, de la terre, etc. Donc ça va pas se transformer. Après, on peut avoir des déchets non dangereux non dangereux et non inertes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une transformation et pour lequel on a besoin d'avoir des filières. Ces filières aujourd'hui existent. Et ensuite, on a une dernière catégorie pour laquelle là, la transformation sera pas possible ou difficile. C'est tout ce qui est déchets dangereux. Hein. Je pense notamment à l'amiante. Même s'il Mhm. existe une filière de valorisation de l'amiante, on a une usine en Europe et encore, elle était en redressement judiciaire en début d'année. Elle a été sauvée in extremis. Donc, on voit bien que tout n'est pas valorisable. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on connaît à peu près le taux de valorisation de la matière? Oui, alors les taux de valorisation, alors globalement, c'est autour de 67%, un peu moins de 70%. Mais ça, c'est global, parce que si on rentre dans le détail, on se rend compte que entre le gros œuvre, le second œuvre, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des domaines où il y a des filières de transformation. Par exemple, au niveau du métal, on est quasi à 100% de valorisation. D'accord. Sur le bois, on est valorisé à peu près aux 2/3. Mhm. Sur tout ce qui est plâtre, PVC, PSE et verre plat, donc là, les procédés existent. Par contre, l'utilisation, le tri n'est pas encore suffisant
sur les chantiers pour que ces filières puissent recycler avec un taux de valorisation important. Mais ces filières existent bien. Là où les filières n'existent pas, où elles sont beaucoup plus minces, c'est pour tout ce qui est isolant, pour ce qui est moquette, et puis certains plastiques aussi. Très bien. Alors que sur les... Tout à l'heure, je parlais des déchets... Pardon? Non, allez-y, excusez-moi, je Oui, vous tout à l'heure, écoute. je disais, je parlais des déchets inertes. Sur les déchets inertes, on est autour de 75%. D'accord. De taux de valorisation, hein. Au global, oui. Très bien. On parle aussi beaucoup du rôle des territoires dans l'économie circulaire et notamment du rôle des collectivités dans ce qu'on pourrait appeler ce cercle vertueux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur leur rôle, justement? Alors, les collectivités, elles ont à la fois un rôle, elles ont été désignées par l'État depuis la loi NOTRe en 2015. Donc, elles sont, on leur a attribué la valorisation énergétique et l'élimination des déchets. Ça fait partie des compétences des collectivités. Oui. Donc, elles ont le devoir de valoriser, comment dirais-je, de favoriser l'émergence de structures, alors que ce soit des structures publiques ou privées, ou associatives même, pour valoriser les déchets. Et comme je disais tout à l'heure, quand ce n'est pas possible, eh bien, c'est d'incinérer tout en récupérant l'énergie, la chaleur produite par cette incinération. Mmh. Elles ont donc ça, c'est la loi NOTRe, c'est 2015. Elles ont aussi reçu une feuille de route de l'économie circulaire, ce qui s'appelle le FREC, en 2018, avec là 3 objectifs. C'était de réduire de 30% les ressources par rapport au PIB en 2030, de tendre vers 100% de plastique recyclé à l'horizon 2025 et de diviser par 2 les déchets mis en décharge. Donc ça, c'est une mission qui a été confiée aux collectivités. Après, dans leur rôle, c'est aussi de favoriser les initiatives régionales. Alors, on voit que certaines fonctionnent, d'autres moins. Et on se heurte à certains obstacles. Donc, je voulais, sur la région parisienne, signaler l'initiative IPREMA. Donc, c'est une initiative qui est régionale, avec une entreprise qui recycle les terres inertes avec une technique de chaulage et derrière ça peut être utilisé comme remblai ou en piste cyclable ou pour combler. Et aujourd'hui, ils sont en capacité de traiter 50 000 tonnes de terre par an et ils en sont à 20 000 parce qu'ils ne sont pas sollicités. Alors, est-ce que peut-être ce n'est pas connu? Et pourtant, économiquement, c'est intéressant pour les entreprises parce que là, sur cet exemple-là, la terre chaulée, elle est derrière, elle est revendue à 5 € la tonne au lieu de 30 € la tonne. Ah oui, donc on voit bien qu'il y a aussi un gain économique très important qui devrait attirer les entreprises. Dans une entreprise, quand on va chercher les points d'économie et quand on va chercher de la marge, tout simplement, toute entreprise a besoin de faire de la marge, eh bien, faut penser aussi que la gestion, la valorisation des déchets est un axe où on pourra puiser aussi des gains. D'accord. Mais alors, du coup, on voit qu'il y a quand même des freins au développement de l'économie circulaire, malgré les avantages dont vous venez de nous faire part, et notamment économiques. Quels sont ces freins et éventuellement comment les lever? Alors, je suis perdue dans mon truc, mais bon, c'est pas grave.
Alors, sur les freins, il y a déjà en amont le rôle des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage. Alors que je parle de maîtres d'ouvrage privés, mais de maîtres d'ouvrage aussi publics. Aujourd'hui, s'il n'y a pas dans le cahier des charges une incitation, une demande expressément formulée d'avoir un recyclage, un réemploi des matériaux, bien souvent, ça part dans les filières d'élimination. Alors, la filière d'élimination, ça rentre bien dans l'économie circulaire, puisque les matériaux qui vont être retirés, par exemple, d'un bâtiment lors de sa déconstruction, ils vont être pris en charge par un collecteur, par une plateforme, qui va derrière les orienter vers des filières de recyclage, de retraitement, de valorisation. Mais si on parle de réemploi tout simplement, ça pour l'instant c'est quelque chose d'encore de très très marginal. Hein. J'ai vu récemment un exemple très intéressant chez Eiffage, mais je dirais que c'est du registre de l'expérimental. Alors, je sais pas si Eiffage le considère comme expérimental, mais moi c'est comme ça que je l'ai perçu, parce que ils ont fait un énorme travail pour tout valoriser, tout décortiquer, réutiliser le maximum de ce qui pouvait être fait. Mais aujourd'hui, c'est pas dans la culture du bâtiment. Donc ça veut dire que sur les freins, on va avoir un frein culturel, je dirais. Mais on va aussi avoir d'autres freins, par exemple au niveau des assurances. On peut aussi se poser la question des assurances. Si on regarde la dommage ouvrage, les garanties décennales, tout ça, ça repose sur l'application des bonnes pratiques. Dans les bonnes pratiques, c'est pas marqué économie circulaire, réemploi. Donc ça veut dire qu'au niveau des compagnies d'assurance, il y a aussi des choses à faire. Alors je sais que ça bouge, hein, notamment à la SMA BTP, où voilà, ils prennent en compte forcément c'est un nouveau risque, hein, de réutiliser des matériaux. C'est comme si c'était des matériaux de seconde main quelque part. Exactement, exactement. Donc ça veut dire que il faut qu'on le prenne en compte dans les assurances, mais ça veut dire aussi que pour que les compagnies d'assurance puissent s'appuyer sur quelque chose, ça veut dire qu'il va peut-être falloir revoir les normes ou les avis techniques pour voir comment je mesure qu'un matériau que j'ai démonté lors d'une construction, pour le réemployer, je vais me baser sur quoi? Sur quels critères? Pour pouvoir dire que oui, il est encore efficace. Oui. Je démonte des menuiseries extérieures, je me fie à quoi? À la performance thermique ou à quoi derrière autre? Donc ça, les compagnies d'assurance en ont besoin. Ça veut dire que pour que cette économie vertueuse, hein, c'est vrai que l'économie circulaire est quelque chose de très très vertueux, mais on a besoin de tous les acteurs et tout n'est pas encore en marche. Et il y a peut-être un besoin au niveau des normes aussi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, si vous utilisez du béton recyclé, on vous dit pas plus de 30% de béton de recyclé. Donc ça limite. Oui, bien sûr. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont devoir évoluer. Et alors, au-delà de ces évolutions, vous l'avez dit, à la fois culturelles et puis très contextuelles, on a parlé de l'exemple des assurances. Est-ce que vous avez malgré tout des exemples, je vais dire, emblématiques de chantiers ou d'entreprises de construction qui innovent aujourd'hui sur ce secteur en particulier de l'économie circulaire? Je citais à l'instant l'exemple d'Eiffage, hein, sur le chantier de l'école centrale de Châtenay-Malabry. Alors je prends ma feuille parce que la liste est tellement longue, ça serait une liste à l'après-vert. Mais il y a eu un travail, donc c'était le chantier de démolition. Hein. Donc d'abord, en premier lieu, il y a eu un diagnostic complet des ressources réemployables.
Et quand je parlais tout à l'heure de nouveaux métiers, hein, avoir un diagnostic complet des ressources réemployables, bah aujourd'hui, sauf une volonté manifeste du donneur d'ordre, c'est pas fait. Oui. Que ça rentrera dans les obligations, j'imagine que oui, mais aujourd'hui, ce diagnostic, il n'est pas nécessairement fait. Donc là, si je reviens sur l'exemple de ce chantier de démolition, donc dans l'appel d'offres, ça en faisait partie. Dans l'appel d'offres, il fallait qu'il y ait une dépose méthodique de tous les éléments qui pouvaient être sauvegardés, préservés, et c'était transféré vers la plateforme solidaire. Donc sur ce chantier-là, ils ont transféré 120 tonnes de matériel, d'équipement qui a pu être réutilisé. Et quand je parle de liste à l'après-vert, hein, je vous le cite, hein, il y avait des plaques de plâtre, des isolants, des éviers, des ballons d'eau chaude, des lavabos, des interrupteurs, des prises électriques, des tableaux électriques, des disjoncteurs, des climatiseurs, des blocs incendie, des lampes, des poignées magnétiques, des portes de douche, des portes intérieures. Il y avait 1500 places d'amphithéâtre. Il y avait des chambres froides, il y avait des fours, des réfrigérateurs, des buffets inox, du parquet, des écrans de projection, des buts de handball, des abris de vélo et 1500 mètres carrés de dalles gravillonnées. Donc c'est vrai que avant de démolir un bâtiment, quand on voit cet exemple-là, c'est impressionnant tout ce qu'on peut récupérer et réutiliser derrière. Oui. C'est vrai que dans notre esprit, je disais, on est tous nés dans la génération économie linéaire. Et c'est la nouvelle génération, hein, c'est les jeunes qui sont aujourd'hui dans les collèges et les lycées, qui vont devoir s'approprier l'économie circulaire. Et c'est un gros challenge, parce que ça veut dire qu'il faut revoir notre façon de consommer. Et toujours sur cet exemple des phages, hein, ils avaient aussi concassé les vieux bétons avec un objectif de les réutiliser à 98%, ce qui est énorme. Hein. Oui. Donc ce béton donc a été recyclé, recarboné, et il a été réutilisé sur place. Alors, pour vous donner des chiffres, hein, il y avait 90 000 tonnes de granulats concassés et réutilisés sur place. Et il y a eu 30 000 tonnes de terre réemployées. Alors, quand on parle d'économie circulaire, bien sûr, on pense que cette économie circulaire, c'est pour, ça va dans le sens du développement durable. Ça veut dire que c'est pour limiter les gaz à effet de serre, économiser l'énergie. Alors, l'énergie fossile, hein, mais aussi le minerai, parce que dans le bâtiment, on utilise aussi des minerais. C'est vrai que quand on parle de développement durable, on parle d'énergie fossile, d'économie d'énergie, mais on oublie trop souvent que on a des ressources limitées en minerais, du cuivre, du fer, du cuivre, du plomb, pardon, plein d'éléments qui sont limités. Donc, l'économie circulaire, si on peut réutiliser, réemployer, retransformer, c'est certain qu'on va permettre d'avoir une gestion plus durable. Et l'exemple du chantier de démolition de l'école centrale, en termes de gaz à effet de serre, ils ont évalué qu'ils avaient économisé l'équivalent de 600 tonnes de CO2 en économisant 6000 rotations de camions sur ce chantier-là. Le fait de réemployer sur place a évité 6000 rotations de camions. Oui, donc c'est énorme et on voit effectivement les avantages. On voit ce qu'on peut faire, mais aujourd'hui, voilà, la loi est là et tout reste à mettre en place. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour conclure, selon vous, comment peut-on envisager le futur de l'économie circulaire? On voit que ça commence à rentrer dans les mœurs, etc. Mais est-ce que vous voyez des choses positives sortir de plus en plus et comment est-ce que ce futur va se dessiner? Alors déjà, fondamentalement, c'est un changement de notre mode de consommation.
C'est pour ça que il faut qu'on prépare la future génération. Pour nous, ça demande un effort, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir que dans le cahier des charges ou en amont d'un projet, je m'oblige à penser analyse des matériaux, gestion des déchets, etc. Il faut que ça devienne juste du bon sens pour les générations à venir. Moi, je dirais que, alors je le vois en termes positifs, mais je dirais qu'il faut voir l'économie circulaire comme une innovation et pas comme une régression. Oui. Et ça me semble très important de le voir comme une innovation et non pas comme une régression. C'est-à-dire, c'est pas le sens je réutilise parce que je m'appauvris entre guillemets ou vous savez le ça peut servir des grands-pères hein, qui stockaient plein de choses en disant ça peut servir. Oui, ça peut servir, mais c'est surtout comme une innovation. Ça veut dire qu'il y a plein de débouchés qu'on va retrouver dans l'économie sociale, qu'on va retrouver dans la distribution, qu'on va retrouver au niveau de la construction des matériaux, au niveau des fabricants, les nouveaux métiers avec les réparateurs. Donc tout ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, je dirais qu'on est aidé dans cette démarche, même si tout est à construire et que ça ne viendra pas tout seul. Hein. Il faut que l'initiative vienne de chacun d'entre nous dans le bâtiment. Mais il y a aussi beaucoup d'aide là-dessus, que ce soit l'aide de l'ADEME, comme je disais tout à l'heure, avec les fonds déchets, ou les pouvoirs publics. Je pense tout à l'heure, je parlais de réparation. Faut savoir que le taux de TVA sur la réparation n'est pas le même. Oui. On est à taux réduit. Donc il y a plein d'avantages à trouver économiquement dans cette solution, au-delà, bien sûr, des aspects environnementaux. Je pense qu'au niveau environnemental, il y a une volonté partagée d'aller dans le sens d'une sobriété, de bon sens tout simplement, hein, de bon sens, de non-gaspillage. Hein. Le terme de gaspillage, hein, c'est ce terme qui est repris dans la loi de février 2020, hein, le terme de gaspillage, et c'est un terme fort. Hein. Ça veut dire qu'il faut vraiment revoir nos modes de pensée, mais pour moi, c'est un vrai challenge. Effectivement. Écoutez, je vous remercie infiniment pour ce panorama très très complet que vous nous avez fait de l'économie circulaire. Et effectivement, on en voit tous les atouts, mais tous les freins aussi ou contraintes que l'on a pu. C'est une page blanche pour l'instant, mais tout est à écrire. Voilà, c'est ça. Tout est à écrire et bon, c'est ça qui est sans doute passionnant aussi à l'heure où on en parle. Alors, j'ai quelques questions ou remarques à vous communiquer. Alors, il y a une personne qui demande si vous pouvez répéter le nom du projet de Terre Cholet. Je crois que c'était l'IPREMA, c'est ça? Oui, c'est. C'était l'IPREMA à Lagny-sur-Marne. Oui, c'est ça. Voilà. L'IPREMA à Lagny-sur-Marne. Voilà, qui recycle les terres inertes par une technique. Donc c'est un projet qui a été financé, qui est cofinancé par la région Île-de-France. D'accord. Est-ce qu'il existe une société ou une association qui peut suivre un chantier ou une analyse avant chantier afin de commencer à avoir ces réflexes de démarche vertueuse ou une référence ISO? Alors, référence ISO, je ne sais pas. Référence ISO, clairement, je ne sais pas. Les bureaux d'études aujourd'hui peuvent y répondre. Pas les bureaux d'études, pardon, des bureaux de contrôle, excusez-moi. Les bureaux de contrôle, hein, je pense, peuvent répondre à cette demande. Et après, il faut voir du côté de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Là aussi, il y a des choses à faire. D'accord. Faut pas oublier que le propriétaire du déchet, c'est le donneur d'ordre. Oui. Donc, ça veut dire que dans la réglementation, on a une traçabilité obligatoire, j'ai oublié d'en parler, mais on a une traçabilité obligatoire de tous les déchets, et pas seulement des déchets dangereux, mais tous les déchets.
Et cette traçabilité, on dit bien que c'est le propriétaire du déchet qui est responsable de son élimination, de sa valorisation. Alors, j'ai deux questions, mais je vais vous la faire en une. Vous nous avez partagé pas mal de chiffres sur tout ce qui était les taux de recyclage en fonction des matériaux. Et Oui, donc, taux de valorisation, oui. voilà, une personne nous demande où peut-on trouver ces taux de recyclage, et une autre personne nous demande, ça suit la question, existe-t-il un taux de recyclage minimum des déchets sur un chantier? Alors ça, c'est une colle. Je ne sais Désolée. pas, j'ai pas vérifié ce point-là s'il y avait quelque chose de minimum. Euh, Faudrait que je regarde. Je sais qu'on a des obligations, hein, notamment par rapport au plastique, etc., sur les chantiers. Vous dire s'il y a un taux minimum, faudrait que je vérifie. D'accord. Et quant à savoir où peut-on trouver des chiffres, des sources, on peut en trouver auprès de l'ADEME, on peut en trouver D'accord. auprès de la Fédération française du bâtiment. Vous avez l'AQC qui a publié dans sa revue du mois de janvier-février aussi tout un article, hein, sur l'économie circulaire. Et pour moi, l'AQC fait référence, hein, c'est en tant que formatrice, hein, quand j'ai besoin d'infos, c'est là où je suis sûre de puiser des infos fiables. Mhm. Et puis alors, on a une question, alors là, je vous la lis parce que, est-ce que la qualification OPQIBI 1907 est Oui. vraiment pertinente? Alors, rappelez-moi quel est. Alors, PQIB, ça va, mais après, le numéro de la qualif, si je Alors, pouvais avoir son 1907, libellé. Non, mais le libellé me parle pas. on pourra répondre à la question Oui, après, ouais. après le webinaire. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous C'est pas aurez. si c'était par rapport à la pertinence de cette qualification-là, c'est ça, la Oui, c'est question? ça. Ouais, Oui. mais non, sans savoir de tête comme ça ce que c'est, je peux pas répondre. D'accord, très bien. Bah, on y répondra par la suite. On prend encore quelques questions puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, et encore une fois, ne vous en faites pas. On vous répondra par la suite à tout ce qu'on n'a pas pu aborder ici. Par rapport à ce que vous nous expliquez sur le chantier Eiffage de l'école centrale, est-ce que les produits introduits sur la plateforme solidaire ont réellement été réemployés? Et Je n'ai pas la réponse. le projet n'aurait-il pas pu le réemployer en direct? C'est pas une nécessité de réemployer en direct, hein. C'est justement le rôle de ces plateformes, de ces recycleries. Il existe plein d'initiatives. Alors, quand je dis pas d'initiatives, c'est que on va trouver des entreprises, des associations, des entreprises aussi sociales, hein, soutenues par les collectivités qui derrière gèrent. Il y a des sites internet aussi qui proposent des matériaux à réemployer. Alors, j'avoue que je suis allée sur ces sites et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, hein. C'est un peu maigre encore sur les sites internet, mais ça va, voilà, ça va venir progressivement. Je pense que en s'adressant à une plateforme, bon, là, la plateforme solidaire, c'est 120 tonnes d'équipements, de matériaux. Derrière, ça veut dire qu'il faut aller à la pêche encore. Hein, c'est peut-être pas assez structuré encore, hein, ou en tout cas méconnu, parce que moi j'ai regardé à l'échelle de la Normandie, hein, où je réside. Il y a énormément de choses qui existent, énormément. Mais pour l'instant, c'est pas assez connu. Oui, c'est Euh, ça. pour l'instant, on bloque sur ce frein-là, c'est-à-dire qu'il y a certainement beaucoup, il y a certainement plus d'offres que de demandes aujourd'hui. Mmh. Oui, mais et en même temps, on n'a pas un endroit où on puisse trouver un panorama des prestataires capables de réaliser des Ils diagnostics. sont multiples aujourd'hui. Voilà, Ils ils sont sont multiples, multiples hein. et pas forcément connus.
pour évaluer, avoir un panorama complet des ressources Et réemployables. ça peut participer au frein dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage qui va faire ce choix-là, s'il doit passer beaucoup de temps, ou je parle du maître d'ouvrage, mais aussi du maître d'œuvre, qui va passer beaucoup de temps à rechercher des matériaux, des équipements, etc., ça peut être un frein aussi. La personne qui a posé la question, j'imagine que c'est pour gagner du temps, quoi. C'est vrai que si on avait une plateforme, un élément central, centralisé, pardon, qui puisse référencer tout ce qui est proposé, c'est sûr qu'on gagnerait du temps et ça serait plus simple. Oui, bien sûr. On pourrait jouer aussi sur les volumes, hein. Il y a un véritable marché là derrière, hein. Oui, oui, oui. Et on a une C'est question. une évolution de nos modes de pensée, de notre mode de consommation, mais il y a une véritable économie dans tous les Et sens du terme. dans la même veine, est-ce qu'il existe un site web qui regroupe les lieux de recyclage, les recycleries en région ou les plateformes? Il existe un site de la Fédération française du bâtiment qui s'appelle Déchets Chantiers. Déchets au pluriel, je crois, chantier au singulier, .ffbâtiment.fr. En rentrant cette adresse, ça permet d'aller sur comment dirais-je, on rentre le type de déchets qu'on cherche à éliminer. Alors, quand je dis éliminer, évidemment, c'est une filière, donc ça sera valorisé, c'est ça qui est important. Oui. On va trouver, on rentre la ville, le lieu du chantier, le type de déchets qu'on a trié et qu'on veut valoriser. Et derrière, ça vous donne ou des plateformes, ou des lieux de stockage, des plateformes de stockage, des centres de recyclage. Enfin, tout est répertorié là-dessus. Et moi, c'est ce que je conseille aux stagiaires en formation pour la gestion des déchets. Très bien. Eh ben, écoutez, Nathalie, encore merci. On va conclure là-dessus. Je rappelle que vous animez une formation avec le moniteur sur la gestion des déchets sur les chantiers et comment s'initier à l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Donc, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Encore une fois, si certaines restent en suspens, ne vous en faites pas. J'y répondrai. Voilà, derrière. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Très bonne journée et à bientôt, Nathalie. Merci beaucoup. À bientôt, Laurence. Au revoir. Au revoir.